Dans cette vidéo, le but est de vous expliquer ce qu'est l'entropie, ou en tout cas de vous donner une première idée de cette notion-là. L'entropie est un concept qui a été inventé en 1870 par Ludwig Boltzmann pour décrire le désordre dans un système physique. Il a ensuite été repris par Claude Shannon dans les années 50 pour décrire la quantité d'informations dans un signal. Nous allons tout de suite voir ce qu'est l'entropie sur un exemple. Et nous allons parler dans cette vidéo d'entropie de séquence de lettres. Alors voici la séquence de lettres dont on a envie de calculer l'entropie. Voilà, donc cette séquence de lettres est composée de 32 lettres si on oublie les espaces, le trait d'union et l'apostrophe. Donc quelle est l'entropie de cette séquence? Alors je vais d'abord vous donner une définition formelle et puis on verra ce que vaut donc l'entropie de cette séquence après. Si on a une séquence de lettres tirée d'un alphabet A, par exemple, ça peut être l'alphabet latin avec 26 lettres, où chaque lettre apparaît avec une certaine probabilité dans la séquence. Donc, la lettre AI apparaît donc avec une probabilité PI, qui est un nombre compris entre 0 et 1. Et bien sûr, pour que ces nombres PI soient des probabilités, il faut que la somme pour I allant de 1 à N des PI soit aussi égal à 1. Alors, si on a une telle séquence composée de lettres qui apparaissent avec ces probabilités-là, on dit que l'entropie de la séquence, qu'on va simplement appeler X, X c'est donc le nom donné à cette longue séquence qu'on a au-dessus, l'entropie de cette séquence est définie comme la somme pour I allant de 1 à N de PI log de 1 sur PI. Et on prend, comme on parle dans toute cette vidéo, on va parler d'entropie binaire, on prend le log en base 2. Alors remarquez juste une petite chose dans cette définition. PI est un nombre, comme je l'ai dit, compris entre 0 et 1. Donc s'il se trouve que PI vaut 0, ce terme-là est défini par convention comme étant égal à 0. Donc si PI égale 0, on pose par convention PI fois log de 1 sur PI égale également à 0. Voilà, donc maintenant, si j'applique cette définition formelle de l'entropie à notre séquence ci-dessus, qu'obtient-on? Pour calculer l'entropie dans ce cas-là, on doit d'abord trouver la probabilité d'apparition de chaque lettre dans cette séquence. Donc, dans cette séquence, nous avons les lettres D qui apparaît 11 fois sur 32, N qui apparaît 6 fois sur 32, O qui apparaît 5 fois sur 32, I qui apparaît 4 fois sur 32, U qui apparaît 3 fois sur 32, A, T et S qui apparaissent chacune une seule fois sur 32. Si on fait le compte, on a donc bien une somme des probabilités qui vaut 1. Et donc l'entropie de la séquence H de X est donnée par 11 sur 32 fois le log en base 2 de 32 sur 11, donc 1 sur la probabilité, plus 6 sur 32 fois le log 2 de 32 sur 6, plus 5 sur 32 fois le log 2 de 32 sur 5, plus 3 sur 32 fois le log 2 de 32 sur 3, plus finalement 3 fois 1 sur 32, le log 2 de 32 sur 1. Bon, une expression assez longue, mais qu'on peut calculer avec une machine, et qui nous donne au final 2,5647,5 environ. Voilà. Nous verrons dans la prochaine vidéo sur le codage de Shannon-Fano que ce nombre revêt une importance particulière concernant la compression de données. Pour l'instant, je voudrais faire quelques remarques sur cette entropie et ses propriétés, quelques propriétés de base de cette quantité. Alors, quelques propriétés de l'entropie. Tout d'abord, comme on l'a vu avant, l'entropie d'une séquence X n'est pas forcément un nombre entier. Deuxièmement, elle ne dépend que des probabilités d'apparition des lettres et donc ne dépend pas de l'ordre dans lequel ces lettres apparaissent dans la séquence. Et on peut montrer que cette entropie est située entre deux bornes que sont 0 et le logarithme en base 2 de n.
Et l'interprétation qu'on donne à cette entropie est la suivante, maintenant. Donc, quand est-ce que h de x peut être égal à 0? Eh bien, c'est simplement quand toutes les lettres de la séquence sont exactement les mêmes. Par exemple, si on a une séquence avec que des A. Dans ce cas-là, on a 0 entropie, on n'a pas de désordre dans la séquence, mais aussi le nombre de séquences différentes qu'on peut écrire avec tous ces A, on ne peut écrire qu'une seule séquence, qui est la séquence de tous les A. À l'opposé, quand on n'a que des lettres différentes, alors c'est le cas où l'entropie est égale à log2 de n, et dans ce cas-là, on a un désordre maximum dans la séquence. C'est là qu'on a le plus de lettres différentes, et quand on a le plus de lettres différentes, c'est là qu'on peut écrire le plus de phrases différentes avec ces mêmes lettres. Alors la phrase qu'on a vue avant est entre les deux, bien sûr. On a certaines lettres qui se répètent et puis d'autres qui n'apparaissent qu'une fois. Alors comment montrer ces deux bornes? La première est facile. Comme PI est chaque fois un nombre compris entre 0 et 1, ceci implique que le log en base 2 de 1 sur PI, bien 1 sur PI, c'est un nombre qui va être plus grand ou égal à 1, et donc le log en base 2 de I sera plus grand ou égal à 0, parce que le logarithme est positif pour tous les nombres log2 de x, parce que log2 de x est positif pour tout x plus grand ou égal à 1. Donc, on a finalement pour h de x une somme de nombres qui sont tous positifs, les pi sont eux-mêmes positifs, et puis les logarithmes en base 2 de 1 sur pi sont tous positifs aussi, et donc h de x, quoi qu'on fasse, quelle que soit la séquence qu'on regarde, aura toujours une entropie positive. Comment montre-t-on la borne supérieure? C'est un peu plus compliqué, et ça utilise le fait que la fonction log est concave. Donc je rappelle la propriété d'une fonction concave. Si f est concave, une définition simple de la concavité, c'est que f de x plus f de y sur 2 est toujours plus petit ou égal à f de x plus y sur 2. Et représentons ça sur un graphique. Si je dessine ici la fonction log, justement, ça veut dire quoi? Si j'ai deux points x et y, f de x plus f de y sur 2, c'est la moyenne de ces deux valeurs ici. On peut représenter graphiquement comme ceci. C'est donc la valeur moyenne qui se situe entre f de x et f de y, et donc on peut la représenter par un point ici. Par contre, f de x plus y sur 2, eh bien x plus y sur 2 c'est ici, et donc f de x plus y sur 2 c'est au-dessus de f de x plus f de y sur 2. On voit que le point que j'ai représenté ici est effectivement plus haut que le point que j'ai représenté là. Alors on peut généraliser cette inégalité pour toute fonction concave. En fait, on peut voir que somme pour i allant de 1 à n de pi fois f de xi est toujours plus petit ou égal à f de somme pour i allant de 1 à n de pi xi si les nombres pi sont des nombres entre 0 et 1 tels que leur somme vaut 1. Voilà donc une propriété qui est vraie pour toute fonction concave. Et donc maintenant nous avons ici comme fonction concave le logarithme en base 2 et nous allons appliquer cette inégalité pour montrer que h de x est toujours plus petit ou égal à log2 de n, quoi qu'on fasse. En appliquant l'inégalité ci-dessous, on trouve donc que h de x, qui est donné par somme pour i allant de 1 à n de pi log2 de 1 sur pi, est plus petit ou égal à log2 de somme pour i allant de 1 à n de pi 1 sur pi. Et qu'est-ce qu'on voit ici? C'est que pi s'annule avec 1 sur pi, et donc on finit ici avec une somme pour i allant de 1 à n de 1, qui nous donne simplement n. Et donc, on a démontré la deuxième inégalité, qui est donc atteinte lorsque toutes les lettres de la séquence x sont différentes. Alors on peut donner une autre interprétation de l'entropie, et pour ce faire, je vais le faire sur un exemple particulier. C'est un cas particulier où toutes les probabilités pi peuvent s'écrire comme des puissances inverses de 2, donc 2 puissance moins mi, avec mi chaque fois un nombre entier. Donc les pi sont de la forme 1/2, 1/4, 1/8, etc. Donc c'est un cas particulier, mais dans ce cas-là, on a une jolie interprétation de l'entropie dont je vais vous parler maintenant. Donc remarquez que si pi vaut 2 puissance moins mi, de là on tire que mi est égal à log2 de 1 sur pi. Vous prenez le log à gauche et à droite, et on utilise ensuite la propriété que
log de 1 sur x est égal à moins log x. Alors ce nombre mi a l'interprétation suivante. Si je choisis au hasard une lettre dans la séquence d'origine, et que vous devez deviner cette lettre en posant des questions par lesquelles je ne peux répondre que par oui ou par non. On appelle ça des questions binaires. Eh bien, le nombre de questions que vous devrez poser pour deviner que j'ai choisi la lettre AI sera exactement MI. Donc, si ma lettre AI apparaît avec une fréquence très faible dans la séquence, donc PI est faible, le nombre de questions que vous devrez poser pour deviner la lettre AI sera donc grand, parce que MI est inversement proportionnel à PI. Si PI est petit, MI est grand. Et puis au contraire, si cette lettre apparaît très fréquemment dans la séquence, donc PI est grand, dans ce cas-là, MI sera petit, vous n'aurez pas besoin de beaucoup de questions pour deviner la lettre. On va voir ça sur un exemple tout à fait particulier. Voyons un exemple avec une séquence très particulière qui est le mot Yawa Nawa. Vous l'aurez deviné, j'ai choisi cet exemple, ce mot particulier pour ses propriétés statistiques. Le mot en lui-même, c'est une langue d'un des peuples d'Amazonie. Mais bref, ça ne nous intéresse pas ici. Voilà donc ce que je fais. Je choisis au hasard une lettre parmi ces 8 lettres. Et vous devez deviner quelle lettre j'ai choisie en posant une question à laquelle je ne peux répondre que par oui ou par non. Donc, quelle est la première question que vous allez poser? Je vous rappelle que je choisis la lettre complètement au hasard parmi ces 8 lettres. Donc, je tire un nombre aléatoire de 1 à 8, et voilà la lettre que j'ai choisie. Quand on remarque cette séquence, on voit ici que la moitié des lettres sont des A, et l'autre moitié sont des autres lettres. La bonne première question à poser, c'est, question 1, est-ce un A? Si c'est un A, si je vous réponds oui, eh bien, en une question, vous aurez deviné que la lettre que j'ai tirée au hasard était bien un A. Donc, dans ce cas-là, vous avez déjà la réponse en une seule question. Maintenant, si je vous réponds non, vous avez encore le choix entre 3 lettres différentes que sont Y, W et N. Dans ce cas-là, vous devez poser une deuxième question. Quelle est la question que vous allez poser? Donc, il vous reste les lettres Y, W, N, W. À nouveau, ici, le W apparaît la moitié du temps. La fréquence de W dans ces lettres qui restent, c'est 1/2. Donc, dans ce cas-là, vous allez dire, est-ce un W? Si je vous réponds oui à cette deuxième question, vous aurez votre réponse en 2 questions. Première question, est-ce que c'est un A? Réponse non. Deuxième question, est-ce que c'est un W? Réponse oui. Si je vous réponds non, eh bien, il ne vous reste à ce moment-là plus que 2 lettres, que sont Y et N. Et donc, vous devez poser une troisième question, par exemple, est-ce un Y? Si je vous réponds oui, vous avez votre réponse. Et là, donc, vous aurez dû poser 3 questions. Si je vous réponds non, eh bien, vous aurez aussi la réponse, parce que donc, vous savez que c'est ni un A, ni un W, ni un Y, donc c'est forcément la dernière qui reste, un N. Et donc, quelle que soit la réponse à cette dernière question, vous savez quelle lettre j'ai tirée au hasard. Alors maintenant, analysons un peu le rapport entre la fréquence des lettres et le nombre de questions que j'ai posées, et on va voir que ça colle à ce que je vous ai raconté avant. Donc, la lettre A apparaissait avec une probabilité P, donc on va appeler PA, qui valait 1/2. Et pour deviner cette lettre, le nombre de questions qu'on a dû poser, MA, c'était simplement une question. La lettre W, quant à elle, apparaissait avec une probabilité 1/4, et le nombre de questions qu'on a dû poser pour la deviner, c'était 2. Et finalement, chacune des lettres Y et N apparaissait chacune avec une probabilité 1/8. Ça apparaît qu'une seule fois dans ce mot de longueur de 8 lettres. Et le nombre de questions pour deviner soit le Y, soit le N, c'était 3. Donc on voit ici qu'on a bien ce rapport. Si vous calculez log 2 de 1 sur 1/2, 1 sur 1/2, ça fait 2. Log 2 de 2, c'est 1. Si vous calculez log 2 de 1 sur 1/4, ça nous fait log 2 de 4. Log 2 de 4, c'est bien égal à 2. Et log 2 de 1 sur 1/8, ça nous fait log 2 de 8. Log 2 de 8, c'est bien égal à 3. Donc ce nombre MI peut être interprété comme le nombre de questions qu'il faut pour deviner que la lettre que j'ai tirée au hasard était bien la lettre AI. Et revenons maintenant à l'entropie. L'entropie, sa définition formelle, c'était somme pour I allant de 1 à N de PI log 2 de 1 sur PI, qui s'écrit donc dans ce cas précis, dans ce cas particulier, somme pour I allant de 1 à N de PI fois MI, simplement. MI, c'est le nombre de questions qu'il faut pour deviner la lettre AI. Qu'est-ce donc que somme de PI fois MI?
Eh bien ça n'est rien d'autre que le nombre moyen de questions qu'il faut pour deviner une lettre tirée au hasard. Voilà donc une autre interprétation de l'entropie qui ne fonctionne que dans le cas particulier où les probabilités d'apparition de chaque lettre sont des puissances inverses de 2. Dans le cas général qu'on a vu au début avec la phrase « dis-donc, dina, dit-on du dos, d'un du dindon », on n'a pas cette propriété, on n'est pas dans ce cas particulier et donc on ne peut pas donner cette interprétation à l'entropie dans ce cas-là. Ceci termine cette vidéo sur l'entropie. Je voudrais juste faire une remarque importante pour conclure, que cette définition que j'ai donnée de l'entropie est une définition particulière et qu'on peut voir d'autres notions d'entropie plus générales si on fait plus de probabilités. Là, on a utilisé vraiment des choses de base des probabilités, à savoir que les probabilités sont des nombres entre 0 et 1 qui somment à 1. Mais si on a plus de notions de probabilité, comme par exemple les notions d'indépendance, on peut définir des concepts d'entropie différents pour des séquences de lettres ou d'autres systèmes physiques.